très bien, c'est d'éteindre vos portables. Voilà. D'une part. Et d'autre part, comme indiqué sur les affiches, il va y avoir 3 personnes, et malheureusement, Sabrine Bozeriata a eu un accident de la route. Elle a été percutée par une moto. Voilà, donc elle a été hospitalisée, elle est sortie, elle a la jambe dans le plâtre. Le bras, pardon. Et la jambe. Voilà. Et bon, si elle vient, elle va assister, mais malheureusement, on remercie l'association culturelle Berbère de nous avoir prêté cette salle. Ils le font souvent, à chaque fois qu'on leur demande. Donc, c'est à dessein que nous avons intitulé cette conférence « Les libertés individuelles en Afrique du Nord ». L'association organisatrice ACAL s'inscrit naturellement dans cette problématique nord-africaine. Comme vous le savez, en effet, l'action culturelle amazigh laïque embrasse le champ de revendications pour la défense des opinions, notamment la liberté de conscience, la reconnaissance des identités culturelles et linguistiques, et bien entendu celle des libertés individuelles. Et ce, quelle que soit leur expression, sans discrimination aucune. Et on prône, bien sûr, une séparation de l'État et de la religion dans cette région. Notre démarche s'inscrit également contre les idéologies qui empêchent l'expression de la pluralité culturelle et linguistique dans cette région. Elles sont nombreuses. Parmi elles, sans être exhaustif, on peut citer le panarabisme et le bassisme, même s'il est mort politiquement depuis l'effondrement de l'Irak et de la Syrie. On peut également évoquer la très orthodoxe Arabie saoudite wahhabite, qui a enfanté, comme chacun le sait, l'État islamique, et qui est la matrice idéologique qui répand cet islam radical, et la culture qu'il véhicule et qu'il impose d'une manière sanguinaire. On en a eu des exemples en France, notamment avec les attentats qu'il y a eu à Paris et en Belgique. Donc c'est bien tout cet ensemble qui continue, donc c'est tout cet ensemble donc, qui continue à créer le chaos au Moyen-Orient, mais également en Afrique, et surtout en Afrique du Nord. Enfin, dans l'histoire, nous l'avons vu en Algérie, il y a quelque temps. Actuellement, les mêmes choses se déroulent en Libye, en Tunisie et parfois au Maroc. Il faut dire également que cette idéologie panarabiste et islamiste est par ailleurs ethnocidaire, culturellement. Le peuple amazigh en subit d'ailleurs encore les conséquences. Elle a également un substrat qu'on peut qualifier de raciste et de fasciste et constitue le dogme de certaines élites, qu'elles soient gouvernementales ou intellectuelles, dans l'ensemble des pays d'Afrique du Nord. Si je cite un exemple, l'actuel Premier ministre marocain, qui est issu d'une mouvance islamiste, M. Benkelem, et qui est en quelque sorte l'expression la plus aboutie, avec ses insultes répétées contre les Amazirs, leur langue et leur culture, et des propos sur la domesticité des femmes, il ne faut pas l'oublier non plus. Sans que cela ne soulève l'émoi et la condamnation attendue par les intellectuels arabophones ou berbérophones, plutôt arabophones et francophones, lesquels se drapent d'ailleurs dans des principes humanistes lorsqu'ils sont invités sur les plateaux de télévision en France ou en Europe. Il y a également une forme de condescendance à l'égard des Amazirs qui fait fi du caractère officiel de cette langue, dans la mesure où la Constitution de 2011 reconnaît le caractère officiel de la langue en attendant la promulgation de la loi organique.
Alors, comme vous le savez, sans aucun doute, cette région est aux prises avec plusieurs forces qui empêchent les citoyens et citoyennes d'accéder aux droits fondamentaux que sont les libertés individuelles. On peut identifier au premier rang les États qui n'ont pas su ou pas voulu éduquer et former leurs concitoyens aux idées contemporaines et modernes que sont la liberté, l'égalité, et promouvoir, on peut le dire, ou initier une forme de séparation de l'État et de la religion. Ils n'ont pas su ou pas voulu établir des institutions qui garantissent ces libertés, liberté de conscience, liberté de penser et d'exprimer également, c'est important, liberté de croire ou de ne pas croire, liberté de choisir sa religion, de la pratiquer ou non, liberté de ne pas observer le jeûne de Ramadan, liberté d'affirmer son orientation sexuelle, liberté de se vêtir, comme on le souhaite, notamment pour les femmes, etc. Donc nous allons voir tout cela avec nos invités. Initialement, comme je vous l'ai dit, il va y avoir aussi Sabrine, mais elle a eu un accident. Donc on remercie la présence de Madame Ibtissam Béchil-Ashgar. Et ensuite va nous rejoindre un ethnopsychiatre, M. Hamid Sami, qui lui va venir nous parler de la déradicalisation avec son approche ethnoclinique. Alors son intitulé, lui, ça sera la radicalisation, de la radicalisation à la médiation des mondes. Alors bonjour Ibtissam Béchil-Ashgar. Quelques mots sur Ibtissam, donc vous la connaissez tous et toutes. Elle est cofondatrice du mouvement alternatif pour les libertés individuelles, Mali. Elle a à son actif plusieurs actions retentissantes au Maroc en faveur des libertés individuelles, notamment la plus fameuse qui a fait beaucoup de bruit, et pas la seule d'ailleurs, c'est le fameux pique-nique en plein Ramadan. Il fallait avoir du courage dans le contexte du Ramadan et dans le contexte de l'islamisation dans cette zone géographique. Donc je lui cède la parole, elle va nous parler des libertés individuelles au Maroc, je pense. Bonjour. C'est bien. Super. Il faut le mettre bien. Pour les retardataires, je voulais juste reprendre ce qu'on a dit par rapport à Sabrine, qui devait intervenir après moi et qui a été malheureusement percutée par une moto lorsqu'elle venait nous rencontrer ici. Elle a été hospitalisée, elle est sortie de l'hôpital. Voilà. Donc elle va peut-être nous rejoindre si son moral va mieux, au moins pour assister sans forcément intervenir. Je me permettrai, si elle ne vient pas, de dire deux mots de ce qu'elle allait raconter. Donc oui, je suis la cofondatrice de Mali, Mouvement Alternatif pour les Libertés Individuelles. Quelques mots sur le mouvement. C'est un mouvement universaliste, féministe et laïque. Nous insistons vraiment sur le terme universaliste, et c'est en cela que nous sommes un mouvement différent des autres collectifs, mouvements ou associations au Maroc. C'est que nous défendons les droits humains dans leurs valeurs universelles, et contrairement donc aux autres qui ont tendance à plutôt faire dans le relativisme culturel. Et donc cela, notre mouvement le refuse. Pour nous, les droits humains n'ont pas de frontières, n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion, n'ont pas de sexe. Et donc, voilà, ça c'est important pour nous de le revendiquer. Donc, le mouvement a été cofondé en 2009, pour ceux et celles qui ne le savent pas, avec la journaliste Zineb El Razoui, qui à l'époque donc était au Maroc et qui aujourd'hui vit en France depuis quelques années et qui travaille chez Charlie Hebdo. Nous avons cofondé ce mouvement, comme son nom l'indique, alternatif, pour justement trouver des moyens différents de militer et de faire passer ces revendications en faveur
du respect des droits humains et des libertés individuelles. Nous avons voulu un mouvement de désobéissance civile. Et donc nous étions, et nous sommes toujours, le seul mouvement de désobéissance civile au Maroc. Et donc pour nous, il était important de choisir cette voie de désobéissance civile parce que nous faisons face à des articles liberticides au Maroc, que ce soit dans le code pénal comme dans le code civil. Et si nous ne désobéissons pas, c'est un peu être complice et cautionner ces lois injustes. Donc voilà un peu la raison pour laquelle nous avons choisi ce mode de militantisme. Donc nous militons en faveur de toutes les libertés individuelles, comme je le disais. Donc cela va de la liberté d'expression à la liberté de conscience en passant par la liberté sexuelle. Et c'est vrai que nous sommes un mouvement avant-gardiste puisque nous avons brisé plusieurs tabous et pratiquement en fait tous les tabous puisque voilà, nous avons commencé par la liberté de conscience et la liberté de religion avec le pique-nique en 2009. C'était un pique-nique symbolique, donc nous insistons sur le terme symbolique puisque malheureusement au Maroc il y a beaucoup de mal à comprendre ce que la symbolique signifie, que ce soit par la société civile ou le peuple marocain ou les médias. Donc c'était bien un pique-nique symbolique puisqu'il n'était pas question de pique-niquer, on va dire, ouvertement en public vu le contexte, mais en tout cas il y avait une symbolique derrière ce pique-nique. Puisque de toute façon il y avait des gens qui jeûnaient avec nous lors de ce pique-nique, c'était de dénoncer l'article 222 du Code pénal qui condamne toute personne notoirement connue pour son appartenance à l'islam et qui rompt ostensiblement le jeûne en public. Donc nous voulions pointer du doigt cet article qui était complètement mis de côté, qui était oublié voilà, par les associations. Et par la société civile, parce que justement les personnes ne voulaient pas toucher au sacré, à la religion. Donc nous avons choisi cet article d'abord parce qu'il était liberticide et parce qu'à lui seul démontre justement la dictature religieuse dans laquelle nous vivons au Maroc, à savoir que toute personne née marocaine est de facto musulmane à la naissance. Donc il y avait deux buts à ce pique-nique. Donc le premier, dénoncer cet article liberticide et demander son abrogation. Et le deuxième objectif, revendiquer la liberté de conscience pour toutes et pour tous. Et dans cet article, nous avions insisté, nous insistons toujours sur le terme notoirement connu, puisque le terme notoirement ne veut rien dire, parce que notoirement connu par qui? Par l'épicier du coin, par la voisine, enfin, c'est pas très clair. Donc voilà, donc ça c'était notre première action, effectivement, qui a fait du bruit, et c'était surtout la première fois dans le monde, entre guillemets, dit arabo-musulman, puisque je n'aime pas ce terme, donc on va dire dans les pays de la région MENA. Nous étions donc le premier mouvement à passer du virtuel à la rue. Donc puisque c'était bien avant 2011, c'était 2 ans avant les révolutions. Et donc forcément, comme c'était la première fois au Maroc et dans la région, c'est pour ça que ça a fait ce buzz, parce que les gens n'étaient pas du tout habitués à ce genre de militantisme, et encore moins en touchant un sujet comme celui-ci aussi sensible et tabou. Donc ça a été très difficile donc en 2009, maintenant nous avons pris l'habitude, les années sont passées, et puis il y a plusieurs collectifs, mouvements un peu dans la région qui sont nés. Mais au début, effectivement, comme nous étions les premiers et les premières, et que nous étions en plus 2 femmes, et ça a été très compliqué, puisque nous avons eu des insultes, des pressions de toutes parts, et puis des menaces, et beaucoup de menaces de mort.
Donc les premières semaines, effectivement, on a beaucoup risqué notre vie et il a fallu vraiment faire attention et quelquefois essayer de trouver des subterfuges, essayer de se cacher ici et là. Et puis les médias ne nous ont pas aidés puisque la plupart des médias étaient contre et que la société civile elle-même était contre et que tous les partis politiques étaient contre. Donc nous nous sommes retrouvés isolés et complètement incompris et incomprises. Mais malgré cela, ça a été un succès. Et malgré les détracteurs, et ce qu'on a pu en dire, ça a été une victoire, puisque le débat était ouvert, le débat sur la liberté de conscience et surtout le débat sur la laïcité, puisque la plupart des associations n'osaient même pas utiliser ce terme laïcité, n'osaient pas en parler. Et donc en fait, voilà pourquoi je dis que ça a été une victoire, parce que depuis 2009, et vous l'avez remarqué le mois dernier encore, pendant le mois de Ramadan, donc on est en 2016, et depuis 2009, cette revendication de liberté de conscience et de laïcité et de l'abrogation de l'article 222 a fait son chemin grâce au mouvement Mali. Nous, membres de Mali, nous en sommes fiers, puisque cela veut dire que nous avions donc raison et que nous sommes entendus. Donc actuellement, la plupart des associations revendiquent le droit à la liberté de conscience et demandent l'abrogation de cet article 222, entre autres. Nous reviendrons sur les autres un peu plus tard. Et donc voilà, donc pour nous, c'est vrai que c'est important. Bon, on sait malheureusement que ça ne changera pas demain, ni au niveau des mentalités, ni au niveau des lois, mais voilà, c'est en train d'avancer. Et même au niveau de la société, il y a quand même, malgré ce que l'on peut voir, des avancées. Et je peux donner quelques exemples, c'est-à-dire qu'on est très souvent sollicité par des écoles, des lycées, des universités au Maroc, que ce soit par les étudiants et les étudiantes eux-mêmes et elles-mêmes, ou que ce soit par des enseignants. Et donc voilà, donc ça veut dire que ce sont des sujets qui intéressent, des sujets qui font débat et des sujets dont les personnes veulent parler et sur lesquels les étudiants et étudiantes veulent travailler. Donc voilà, depuis quelques années, nombreux et nombreuses élèves et étudiantes travaillent sur ces sujets-là, en faisant des exposés, des mémoires, des thèses, etc. Et nous invitons à intervenir au sein de leurs établissements. Donc voilà pour la liberté de conscience. Ensuite, nous avons également été plutôt avant-gardistes aussi au niveau de la question du droit à l'avortement, parce qu'effectivement, il y a une association qui existe au Maroc, donc je tiens à le préciser, avec tous les respects que je dois au professeur Shraibi, mais, parce qu'il y a un mais, l'association LAMLA milite contre l'avortement clandestin, ce qui est complètement différent de militer pour le droit à l'avortement. Donc le mouvement en Mali est le seul mouvement au Maroc qui est un mouvement pro-choix. Donc je m'explique, c'est-à-dire que nous militons pour le droit à l'avortement de manière universelle et universaliste. Comme je disais, nous sommes un mouvement féministe. Donc c'est-à-dire que le droit à l'avortement, nous militons pour, c'est-à-dire en faveur de toutes les femmes. Pour nous, toutes les femmes ont le droit de disposer de leur corps. Et il est question là, c'est une question de santé publique, en plus d'être une question de justice sociale. Voilà la différence des autres associations et collectifs au Maroc, qui encore une fois pour nous c'est une victoire, puisque ça a été repris par plusieurs associations et que ça fait débat depuis maintenant quelques années, mais depuis 1 ou 2 ans, grand bruit, et qu'il y a eu un changement au niveau de la loi. Alors, les féministes ont applaudi, nous n'applaudissons pas du tout, parce que pour nous, nous ne pouvons applaudir un changement de loi qui dit que seules les femmes victimes de viol et d'inceste, l'inceste est un viol, seules les femmes victimes de viol ont le droit d'avorter. Pour nous, c'est un scandale. Ça veut dire que des milliers d'autres femmes, sachant qu'il y a 800 avortements clandestins par jour au Maroc, ça veut dire que des milliers d'autres femmes vont être victimes d'avortements clandestins. Sachant que
l'avortement clandestin est une violence faite aux femmes. Donc, il est hors de question pour nous d'applaudir cette petite modification de la loi tant que des femmes seront encore victimes de violences et victimes donc d'avortement clandestin. Donc, nous continuons tant que possible de revendiquer ce droit à l'avortement pour toutes, mais encore une fois, malheureusement, eh ben, nous sommes isolés parce que nous sommes rattrapés par ce fameux relativisme culturel qui est le porte-drapeau de ces associations féministes et qui nous disent ben, on est au Maroc, il faut aller doucement, c'est différent, et ne surtout pas revendiquer le droit de disposer de son corps. Donc pour ces associations, elles estiment que ce sont des revendications plutôt occidentales. Encore une fois, pour nous, l'Orient et l'Occident n'existent pas. Ce sont des droits humains universels, et qu'on soit au Maroc, au Japon, au Sénégal ou en Argentine ou que sais-je, ce sont les mêmes droits pour toutes et pour tous. Donc par rapport à cette question de l'avortement, nous avons utilisé les grands moyens et nous avons invité une ONG néerlandaise qui milite en faveur du droit à l'avortement pour toutes avec un bateau. Et c'était la première fois que cette ONG néerlandaise intervenait dans un pays musulman, entre guillemets. Donc l'action a duré une semaine en 2012. Et donc le but de cette action, donc nous avons fait venir le bateau. Nous avons menti sur la date, puisque nous savions que les autorités allaient nous empêcher, enfin empêcher le bateau d'accoster et nous empêcher de faire notre action. Et donc les autorités, je ne sais pas comment on a fait, mais on a été plus malin et plus maligne, puisqu'on a fait venir le bateau un mois avant, et qu'il était quand même très facile de repérer le bateau, parce qu'il suffisait d'aller voir les actions de Women on Waves précédentes dans les autres pays. On aurait reconnu et le bateau et les deux capitaines, les deux femmes. Bon, et bien les autorités n'y ont pas pensé apparemment, et donc le bateau est entré sans problème et est resté un mois à Marina Sibir, dans le nord du Maroc. Et, les capitaines sont partis et sont revenus effectivement pour la semaine de l'action en avion. Mais nous, sur notre communiqué, nous avons donné la date de début octobre, donc le bateau était là depuis septembre, et donc les autorités ont fermé à cette fameuse date, ce qu'on a mis dans le communiqué de presse, tout le port, et puis ils ont mis des gros bateaux militaires au niveau des eaux internationales pour que le bateau ne puisse pas entrer dans les eaux marocaines. Bon, pas de chance, le bateau était déjà là. Donc voilà, donc ça a été la surprise générale, et pourtant le Maroc avait vraiment utilisé les grands moyens, puisqu'il y avait pratiquement tous les corps de métier du Maroc qui étaient à Marina Sibir à ce moment-là, police, gendarmes, DST, etc. Et sauf que voilà, sauf que le bateau était déjà là. Et alors bon, en effet, du coup, quand ils s'en sont rendus compte, on nous a empêchés de monter sur le bateau, mais ce n'est pas grave, puisque de toute façon, symboliquement, le bateau était là, et donc nous avons pu faire ce buzz. Tous les médias étaient présents, nationaux et internationaux, et donc nous avons fait passer nos messages pendant une semaine, donc plusieurs messages. Le premier, c'est le droit à l'avortement pour toutes, dans le monde entier. Le deuxième, dépénaliser donc l'avortement au Maroc. J'insiste parce qu'on dit dépénaliser et non légaliser. Puisque tout le monde, voilà, au Maroc, on utilise beaucoup, même les associations féministes, légalisation de l'avortement, c'est la dépénalisation de l'avortement. Donc c'était le deuxième message. Et le troisième message, c'est que l'avortement, en fait, se pratique par voie médicamenteuse dans tous les pays développés, on va dire, dans tous les pays avancés. C'est la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé. Donc il est très rare et très peu recommandé d'utiliser les méthodes que l'on connaît, qui sont l'aspiration, le curetage. Donc ça, c'est un message qu'on a essayé de passer. C'est un peu plus difficile de faire passer ce message d'ailleurs, mais voilà, c'est un message fort, puisque cette ONG, justement, n'utilise que la voie médicamenteuse pour pratiquer ces avortements dans les pays où elle se déplace, et fait passer vraiment donc ce message de l'avortement médicamenteux. Donc ce que l'on a fait, et ça a plutôt bien fonctionné, c'est que donc au Maroc, l'avortement étant interdit, le médicament qui permet l'avortement, c'est comme beaucoup de médicaments, un médicament qui a plusieurs fonctions.
Et donc celui-ci, cette molécule-là, en fait, traite les rhumatismes. Donc en fait, ce médicament existe au Maroc pour soigner les rhumatismes. Ce qui fait que nous avons fait passer ce message en disant qu'il existe un médicament qui coûtait à l'époque 90 dirhams, qui coûte aujourd'hui 75 dirhams, donc ça fait 7 € à peu près, et qui est donc un médicament que l'on utilise partout dans le monde où l'avortement est légal, puisque, comme je le disais, on pratique l'avortement par voie médicamenteuse et on passe à l'aspiration quand le nombre de semaines est plus élevé. Donc voilà, donc c'était un peu le message important, et ça a créé un tollé en fait. Et donc nous avons eu des communiqués et du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Santé, etc. Bon, et des plaintes et j'en passe. Parce que nous avons... Et puis évidemment, malheureusement, quand l'avortement est clandestin, c'est un business pour les gynécologues qui profitent de la détresse des femmes. Donc ça aussi, nous l'avons dénoncé, à des prix exorbitants en plus. Et donc, forcément, il y a des médecins et des gynécologues qui sont montés au créneau pour dire que c'est complètement faux, que ce médicament est dangereux, etc. Mais nous avons des études scientifiques mondiales par des grands spécialistes de l'avortement et par l'OMS, des études de l'OMS également, pour démontrer l'inverse. Donc pour l'instant, ce que nous faisons, nous avions mis en place une ligne, une hotline, qui a été une première fois coupée évidemment. Nous avons réussi à la remettre en place, et puis en fait elle a été à nouveau coupée, et on n'a jamais pu la remettre en place. Donc ça c'est triste pour le téléphone, parce que nous avons une page Facebook qui parle de l'avortement et justement de ce médicament et comment le prendre, etc. Mais tout le monde n'a pas accès à Facebook. C'est vrai que cette ligne c'était quand même plus pratique, mais en tout cas nous avons beaucoup de personnes qui nous contactent, des hommes et des femmes en détresse, qui nous contactent sur cette page Facebook, et que nous essayons d'aider au mieux. Et j'ai été moi-même formée par l'ONG néerlandaise à Amsterdam pour pouvoir répondre à ces demandes et accompagner ces femmes virtuellement, j'ai envie de dire, puisque je ne les rencontre pas. Donc voilà pour le droit à l'avortement. Et donc depuis, comme je le disais, la question est ouverte, mais malheureusement pas dans le sens universel comme on le souhaiterait. Et on essaie vraiment de se battre, mais on est exclu. Donc, par exemple, ces derniers mois, il y a eu plusieurs conférences, plusieurs rencontres de féministes, arabes notamment, sur la question du droit à l'avortement, et Mali n'a jamais été invitée. Donc, voilà, c'est triste. Une seule fois, nous avons réussi, nous sommes déplacés, un membre de Mali s'est déplacé. Malheureusement, c'était une conférence de presse. Et donc du coup, quand le membre de Mali a voulu prendre la parole pour dire ce que je suis en train de vous dire et dénoncer un petit peu leur combat qui est plutôt qui oublie donc certaines femmes, qui oublie le droit des femmes de disposer de leur corps et le droit à l'avortement pour toutes, mais malheureusement on a empêché donc ce membre de Mali de s'exprimer sous prétexte que c'était une conférence de presse et que seuls les journalistes avaient le droit de prendre la parole. Donc voilà, nous essayons de mener des actions comme on peut, des campagnes virtuelles, surtout sur les réseaux sociaux, c'est important quand même pour faire passer des messages. Nous utilisons d'ailleurs dans toutes nos actions et dans toutes nos revendications les réseaux sociaux. Et donc voilà, donc nous avons mené une campagne avec une association française, Oser le féminisme, et sur des affiches qui parlent de l'avortement pour toutes. Et dans les affiches, nous pouvons voir par exemple un cintre, une bouteille d'eau de javel, enfin toutes les méthodes malheureusement clandestines et moyenâgeuses, et pour dire par exemple un cintre pour ranger, non pour avorter, de l'eau de javel pour nettoyer, non pour avorter. Dans des pays d'Afrique, on utilise aussi le persil, donc il y avait le persil pour cuisiner, non pour avorter, voilà, donc des choses comme cela. Et le but en fait, c'est d'en faire une campagne d'affichage. Donc ça a été fait en France, et nous espérons pouvoir faire cette campagne d'affichage au Maroc. Là, c'est toute une organisation, et nous ne sommes qu'un mouvement. Nous n'avons
pas les moyens, donc on est en train de voir comment on peut faire. En tout cas, il y a d'autres campagnes par rapport au droit à l'avortement que vous pouvez retrouver sur notre page Facebook ou sur notre Twitter. Et nous essayons de voir ce que l'on peut faire justement le 28 septembre prochain, parce que le 28 septembre est la journée internationale pour le droit à l'avortement. Donc voilà, pour rester dans cette thématique des droits sexuels et reproductifs. Donc, je reprends un peu ce que je disais tout à l'heure. Donc, nous militons pour des droits sexuels et reproductifs dans le sens universel. Et donc, dans ces droits sexuels et reproductifs, eh ben, nous militons pour la liberté sexuelle. Et nous avons fait grand bruit par rapport donc, à l'article 489, 490 et 491. Donc avant nous, il y avait une association qui s'appelait Kif Kif qui avait dénoncé justement l'homophobie au Maroc. Malheureusement, cette association, après, comme elle voulait se constituer au Maroc et que ça a été refusé, l'association a été et s'est installée en Espagne. Donc du coup, le combat a été un peu oublié puisque l'association Kif Kif n'était plus du tout au Maroc et plus du tout sur le terrain. Et du coup, nous avons revendiqué le droit à la liberté sexuelle. Donc ça a été fortement incompris, et ça l'est encore aujourd'hui, puisque nous pensons que sans révolution sexuelle, il ne pourrait pas y avoir de changement de mentalité, que c'est très important, que c'est la base, mais comme je le disais il n'y a pas longtemps, je ne sais plus dans quel média, malheureusement, quand nous parlons en tant que Mali de révolution sexuelle, eh ben, ça fait très peur aussi bien à la société civile qu'à la société en général, parce que la révolution sexuelle est très incomprise. Parce que les gens, quand on leur parle de révolution sexuelle, ils pensent en fait que nous allons tous et toutes nous retrouver tout nus dans la rue pour organiser une grosse orgie. Donc voilà, non, ce n'est pas ça. La révolution sexuelle, c'est demander l'égalité des droits entre les femmes et les hommes. La révolution sexuelle, c'est lutter contre les violences faites aux femmes. La révolution sexuelle, c'est pointer du doigt les viols. La révolution sexuelle, c'est effectivement revendiquer la liberté sexuelle, et c'est aussi l'éducation sexuelle. Donc voilà. Et ben, ça aussi, quand on essaye d'organiser des choses autour de cette thématique, et ben, les associations fuient, et même les grosses associations des droits humains. Donc c'est quelque chose que nous reprochons à ces associations, avec tout le respect que je leur dois vraiment pour le travail formidable qu'elles font par ailleurs, mais j'estime que quand on milite pour les droits humains, on milite pour tous les droits humains, et qu'il est quand même scandaleux de faire des droits humains halal, comme je dis, et donc de dire qu'il y a des droits humains que l'on ne peut pas voir. Donc en général, effectivement, c'est la liberté de conscience et la liberté sexuelle. Donc on se retrouve encore une fois presque seul par rapport à ces questions de liberté sexuelle. Donc l'article 489 qui condamne l'homosexualité, parce que nous revendiquons la dépénalisation de ces articles haut et fort, à visage découvert, dans des campagnes plutôt choc. Et donc les autres associations ou les autres collectifs qui en parlent nous disent que nous allons encore une fois trop vite et trop loin. Et nous estimons que les droits humains n'attendent pas et qu'il n'y a pas de cadence pour revendiquer le respect des droits humains. Donc voilà, nous militons contre l'article 489 qui condamne l'homosexualité, et nous condamnons donc l'homophobie d'État, puisque l'État est homophobe, et nous condamnons donc l'homophobie de la société. Et vous avez vu ces derniers temps, malheureusement, tous les lynchages et toutes les arrestations que nous rencontrons donc au Maroc. On a également fait une espèce de coming out par rapport à l'article 490 qui condamne les relations sexuelles hors mariage. Et cette fois-ci, c'est moi qui suis allée sur scène, puisque c'est moi qui ai dit dans les médias, à l'agence France Presse, pour ne pas la citer, dans un reportage, que effectivement, donc à l'époque j'étais en concubinage, et que justement j'avais des rapports sexuels hors mariage et que je vivais avec un homme sous le même toit. Donc voilà, donc ça a été très très mal pris.
même par les groupes, on va dire, progressistes et modernistes. Donc j'ai subi, je suis une femme en plus, n'oublions pas, encore une fois. Donc comment une femme peut revendiquer haut et fort sa sexualité et l'assumer. Et donc j'ai été victime d'insultes, j'ai été dans tous les groupes dans les réseaux sociaux, je dis même les groupes soi-disant progressistes et d'associations qui luttent soi-disant pour les libertés individuelles. Il faudra m'expliquer comment on lutte pour les libertés individuelles et après on m'insulte parce que je suis en train de lutter contre l'article 490. Et donc voilà, donc ça a été très très compliqué pour moi. Et bien plus que mon compagnon de l'époque, encore une fois parce que je suis une femme. Et ça a été le cas également pour le fameux kissing que nous avions organisé. Je m'embrouille, je crois, dans les dates. Parce que le kissing, c'était en 2013, et je crois cette histoire de liberté sexuelle, c'était juste après, en 2014. Donc voilà, ça faisait un peu trop, en fait, pour les gens. Et c'était en 2013 le kissing, et 2014 la liberté sexuelle. Donc en 2013, deux adolescents ou la même année, je ne sais plus, 14, en 2013. 2013. Deux adolescents de Nador de 14 ans ont été, pour ceux et celles qui ne le savent pas, emprisonnés parce qu'ils se sont fait un bisou sur la bouche et ils ont posté la photo sur Facebook. Et la personne, leur camarade qui a pris la photo aussi, a été emprisonné. Donc nous avons effectivement trouvé ça complètement scandaleux et nous avons été même choqués que les associations ne fassent rien. Vraiment. Alors à l'époque j'étais à Paris et j'ai organisé un kissing devant l'ambassade du Maroc à Paris. J'ai été très déçue parce que je me suis dit à Paris, normalement, on peut s'embrasser, c'est même la ville dans le monde où les gens s'embrassent le plus. Et les Marocains et les Marocaines restent frileux et frileuses parce qu'il y avait quand même plus de Français et de Françaises que de Marocains devant l'ambassade du Maroc. Ce n'est pas grave, hein, parce que je disais que de toute façon c'est universel et les nationalités importent peu et moi-même je suis citoyenne du monde. Mais c'est juste pour dire que voilà, les Marocains et les Marocaines ne se sont pas déplacés en masse. Et il y avait presque autant de journalistes que de personnes devant l'ambassade, mais ce n'est pas grave, c'était symbolique. Et c'est ce qui a donné l'idée, en fait, de le faire au Maroc. Parce que comme je l'ai fait à Paris, les personnes ont eu l'idée de le faire au Maroc, m'ont contacté. Il y en a qui n'étaient pas forcément membres sympathisants, parce qu'on n'est pas une association, donc il n'y a pas de membres, mais des personnes qui n'étaient pas forcément sympathisantes de Mali nous ont contactés pour dire qu'il fallait en organiser un rabat. Et la date a été choisie, et puis le calendrier a fait que j'arrivais au Maroc la veille du kissing, et donc du coup nous avons organisé ce kissing au nom de Mali, parce que comme je disais il y en avait d'autres qui n'étaient pas de Mali, parce qu'on savait que s'il y avait Mali derrière, et justement ça allait faire du bruit et du buzz, et donc du coup nous pouvions dénoncer mieux cette injustice. Et donc pour les personnes qui n'étaient pas au courant de cette action, elle a été faite devant le Parlement à Rabat. Et ça a été un succès, et bon, il y a eu beaucoup de violence. Pour celles et ceux qui n'ont pas vu, il y a les vidéos sur YouTube. Et donc nous avons eu les personnes pro-régime, les jeunes pro-régime, qu'on appelle les Baltaji, qui étaient là, et qui sont venus en masse, et qui ont été donc très agressifs verbalement et violents physiquement, puisque moi-même, au moment où j'embrassais la personne, j'ai été violemment attaqué donc physiquement. Et donc voilà, en tout cas ça a été quand même un succès. Et puis les deux adolescents sont sortis de prison, enfin les trois d'ailleurs. Et donc voilà, pour nous c'était quand même une victoire, bien que le juge ait quand même émis un blâme à ces adolescents pour ne plus recommencer. Donc ça malheureusement c'est notre société conservatrice et qui est derrière ces idées complètement rétrogrades. Donc voilà un petit peu par rapport à cela. Donc comme je le disais, il y a plein de campagnes sur les réseaux sociaux, donc je ne peux pas parler de toutes les campagnes. Nous utilisons beaucoup de visuels, nous utilisons des slogans plutôt au choc justement, parce que nous ne le faisons pas dans la dentelle. Et donc le dernier 17 mai, qui est la journée
internationale de lutte contre l'homophobie, la lesbophobie, la biphobie et la transphobie. Donc Mali a mis en place cette journée internationale au Maroc, qui existe depuis toujours partout, mais Mali a vraiment mis en place cette journée au Maroc en 2012. Et donc depuis, nous faisons des campagnes, nous faisons des vidéos, nous allons dans la rue, comme je disais, à visage découvert, au Maroc, avec le drapeau LGBT, avec nos pancartes. Et on va pas se mentir, grâce à la médiatisation, nous n'avons jamais de problème avec les autorités. Donc nous profitons de ce pouvoir médiatique, pour dire vrai, pour continuer à aller sur le terrain. Et le dernier 17 mai, nous avons repris un slogan de l'inter-LGBT ici en France, à Paris, qui était « Sortez ces juges de nos culottes ». Et donc, c'était pour dénoncer ces articles liberticides, 489 qui condamnent l'homosexualité, 490 les relations sexuelles en mariage, 491 les relations sexuelles en mariage, 490 pardon, et 491 l'adultère. Alors là, on n'a toujours pas compris. Autant les associations, enfin les jeunes mouvements, les associations n'ont pas trop parlé, mais en tout cas, les jeunes qui militent en faveur de la liberté sexuelle et qui militent en faveur des droits des homosexuels sont d'accord pour l'article 489 et 490, mais n'ont absolument pas compris qu'on puisse vouloir abroger l'article 491 qui condamne l'adultère. Ça, j'ai essayé de débattre, j'ai pas compris. Bon, pour eux, le mariage c'est sacré, donc on peut condamner l'un des conjoints qui trompe l'autre, enfin, bref. Donc voilà, donc ça a été encore tout un débat. Il y avait des gens qui postaient des statuts complètement hallucinants sur mais que va demander Mali bientôt. Elle va demander à ce que les adolescents puissent boire de l'alcool, enfin, n'importe quoi. Donc voilà. En tout cas, nous avons envoyé cette affiche. Il y avait en fait des slips sur une corde à linge. Et sur les slips et caleçons, il y avait les numéros de ces articles. Et pour les personnes qui parlent marocain, nous avions eu du mal à... Nous ne pouvions pas traduire en marocain littéralement sortez ces juges de nos culottes. Du coup, nous avons mis... c'est ça. Donc c'est éloigner vos lois de nos lits. Voilà, chose comme ça. Parce que c'était plus adapté, en tout cas, voilà, plus adapté, plus percutant par rapport au dialecte marocain. Donc nous avons envoyé, bon c'est la campagne est sur les réseaux sociaux, nous sommes aussi sortis dans Rabat avec ces affiches-là, et puis à la dernière marche des fiertés samedi dernier à Paris, puisque Mali a marché à la marche des fiertés de Paris samedi dernier, et nous avons donc envoyé ces affiches-là aux ministres concernés, en lettres recommandées, en français, en arabe. Donc le chef du gouvernement, bien sûr, le ministre des Affaires islamiques, le ministre de la Justice et des Libertés et la ministre des droits des femmes. Moi je dis des droits des femmes parce que c'est intitulé au Maroc, c'est juste catastrophique. Donc, on va dire des droits des femmes. Et elle a même eu le droit à un petit post-it particulier, puisque nous lui avons écrit que les lesbiennes étaient également des femmes. Donc voilà, nous n'avons pas eu de réponse. Donc. Mais le message était clair. Donc voilà, donc ce sont des choses comme cela, un peu originales et un peu drôles que nous essayons de faire. C'est souvent incompris. Par exemple, un de notre slogans qui reprend un slogan en 68 arts, on a modifié un petit peu, c'est « Tordons les couilles au patriarcat ». Et donc, on partage souvent cela sur les réseaux sociaux. Je suis moi-même sortie à une grande manifestation à Rabat avec une grande pancarte avec ce slogan. Ça a fait fuir beaucoup de personnes de la société civile et de féministes qui ne voulaient absolument pas se lier à moi et à Mali. Donc voilà, c'était juste pour vous donner quelques exemples. Ah, il me reste 10 minutes. Oui, parce que... Mais ça va, Sabrine n'est pas là. Du coup, je ne sais plus ce que je voulais dire. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Il y aura des questions. Oui, voilà, il y aura des questions.
Bah voilà, je crois que j'ai un peu résumé les combats, mais voilà, donc dans tout cela, nous retrouvons la liberté de conscience qui est pour nous le pilier de toutes les autres libertés. Sans liberté de conscience, nous ne pouvons pas avoir les autres libertés. Qui dit liberté de conscience dit liberté d'expression, évidemment. C'est quelque chose, voilà, c'est un travail de longue haleine en fait. Parce qu'au Maroc, il est vraiment, vraiment difficile d'avoir des opinions différentes et de sortir un peu du cadre et surtout de revendiquer un visage découvert. Parce que les reproches que l'on nous fait souvent, c'est que, comme je vous disais par rapport à la liberté sexuelle, etc., c'est oui, on sait, mais ne le dis pas. Ou alors, voilà, ça peut être dit autrement. Je vois pas comment, hein, mais bon. Voilà, des choses comme ça. Et donc nous vraiment, nous militons en faveur de la liberté d'expression et de la liberté de pensée totale. Et dernièrement, d'ailleurs, encore une fois pendant le mois de Ramadan, vu que c'est comme le mois symbolique par rapport à cette hypocrisie sociale et au manque de liberté de conscience, j'ai accepté de donner 2 interviews pour des web TV arabophones. Et donc qui dit arabophone dit très très regardé. Et donc j'ai donné des interviews pour dénoncer l'hypocrisie sociale, pour revendiquer la liberté de conscience et pour dénoncer l'article 222 qui condamne les personnes donc, qui rompent le jeûne pendant le mois de Ramadan. Donc le fait de l'avoir encore une fois dit, j'ai reçu, je pense que sincèrement, cette fois-ci, si j'avais été au Maroc pendant le mois de Ramadan, je me suis déjà fait agresser, même physiquement, comme je le disais, mais là particulièrement, avec cette montée de l'islamisme, je pense que, pourtant, donc ça fait longtemps qu'on le dit, ça fait longtemps que je le dis à visage découvert, que je suis athée, etc., que je dénonce tout cela, mais là particulièrement, les menaces ont été virulentes, les commentaires étaient complètement daéchiens, quoi. On a demandé à ce qu'on me lapide, à ce que je sois condamné à mort, etc. Suite à ces vidéos où je revendiquais encore une fois mon athéisme et où je dénonçais cet article et je revendiquais la liberté de conscience. Et il y a même eu des caricatures. Mais bon, les caricatures, je suis pour, donc ça me fait rire. Et puis en même temps, en fait, ça permet de faire passer les messages, en fait. Donc voilà, donc il y a eu des caricatures parce que quand la journaliste m'a demandé, enfin, c'est pas elle qui demande, c'est la société en fait qui demande, est-ce que vous faites Ramadan? J'ai dit que c'était pas une question à poser, c'était une question à poser à des musulmans parce qu'il y en a qui font Ramadan, qui ne font pas, d'autres qui prient, qui ne prient pas, mais que moi je n'étais absolument pas concernée et qu'une bonne fois pour toutes, il fallait comprendre que je n'étais pas concernée par Ramadan, pas plus qu'une femme qui s'appellerait Caroline. Du coup, il y a eu des caricatures sur le fait que je m'appelais Caroline. Que voilà, je m'appelle Caroline, appelez-moi Caroline. Donc voilà. Écoutez, je crois que j'ai un petit peu résumé. Il y a beaucoup de choses à dire, donc j'attends vos questions. En tout cas, pour moi, le plus important, c'est de dire que nous sommes un mouvement universaliste, comme je l'ai dit au début, et que voilà, c'est triste qu'au Maroc, nous ne soyons pas compris et comprises, même par la société civile, et qu'on nous taxe d'occidental, comme je disais, moi je ne comprends pas, je ne connais pas. Donc voilà, donc c'est vrai que le fait de se sentir isolé par la société civile, c'est un peu que demander de la population en général. Donc voilà, donc c'est tout ce que j'avais un peu à dire, et puis j'attends vos questions. Et merci de m'avoir écouté. Merci beaucoup Ibtissam Betty Lashgar. Ce qu'on peut retenir de très important, c'est que vos actions, le fait de briser des tabous, pour moi c'est œuvre de pédagogie. Briser des tabous, ça permet une avancée d'au moins, je ne sais pas, 1 ou 2 générations,
lorsqu'on voit les mentalités, et surtout les gens qui vont précéder, qui eux-mêmes ne font pas le ramadan, ne pratiquent pas, se disent athées, il leur était très difficile de l'exprimer comme vous l'avez fait en public, d'une part. Et autre chose, appeler à la désobéissance civile, je trouve que c'est une manière pacifiste de faire avancer des idées. C'est une manière pacifiste de faire avancer les idées, par ailleurs donc. Et le fait qu'à la conférence sur le droit à l'avortement, vous n'avez pas été invité, mais c'est un aveu des autorités pour finalement, vous les avez titillés, vous leur avez démontré que ce sont des sujets qu'on pouvait aborder. Imaginez qu'ils vous aient invité. C'est pas les autorités, oui, la société civile. Imaginez qu'ils vous auraient invité, ben, vous aurez fait le plein et ça aurait crédité votre action. Et c'est dans ce sens aussi qu'on peut évoquer le film de Nabil Ayouch sur la prostitution, où l'actrice Madame Abidab donc, a été montrée du doigt, et beaucoup de démocrates n'ont absolument rien fait pour la défendre, qu'ils soient journalistes ou intellectuels. Voilà. En tous les cas, félicitations. Donc, on va présenter le process. Hein. Vous posez les questions, vous vous présentez, vous posez la question, et Madame Ibtissam Betty Lachga vous répond. Merci beaucoup, bravo. Moi, je suis très impressionnée et très heureuse de savoir que vous existez. J'ai quand même, j'ai plein de questions, mais la première que je voudrais poser, c'est comment il est possible que vous ne soyez pas condamné, que vous ne soyez pas arrêté, comment légalement c'est possible? Merci. Juste pour les retardataires, parce que j'ai une pensée pour Sabrine quand même. Pour les retardataires, Sabrine, la Tunisienne qui devait assister, au moment où elle allait nous rejoindre, a été percutée par une moto. Et donc elle a été blessée. Elle a été hospitalisée, elle vient de sortir d'hôpital, elle a le bras cassé et la jambe abîmée. Et voilà. C'est triste. Mais... Donc une pensée à Sabrine. Et on prendra de ses nouvelles tout à l'heure. Je réponds à la question, monsieur. Alors, nous avons failli être arrêtés en 2009 vu que c'était le début. J'aimerais tellement vous raconter cet interrogatoire de 2009, le premier jour, parce qu'il a duré 11 heures et que c'était assez hallucinant. Et c'était le début des réseaux sociaux, n'oubliez pas, au Maroc, le début de Facebook. Et donc les policiers qui nous interrogeaient ne connaissaient pas encore vraiment le fonctionnement. Donc c'était complètement surréaliste en fait. Donc là, nous avons été arrêtés. On est d'accord, parce que c'était le début, c'était la première fois, on ne nous connaissait pas. On connaissait Zineb quand même, parce qu'elle était journaliste au journal Hebdo. Moi, on ne me connaissait pas, j'étais à Paris avant. Donc là, on a été arrêtés. Effectivement, ils ne pouvaient pas nous poursuivre pour deux raisons. La première, c'est parce que de toute façon, on n'avait pas cassé la croûte, vu que le pique-nique a été avorté à Mohamedia, et que donc toute la gare de Mohamedia avait été encerclée, enfin toute la ville pratiquement avait été fermée en fait, à la circulation, etc., par les gendarmes, par la police, par la DST, aussi bien à pied, moto, voiture, cheval, il y avait de tout. Donc du coup, voilà, donc on n'a pas été prise en train de manger, alors que l'article 222 est clair, il faut être en train de manger. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ils ne pouvaient pas nous poursuivre. Et la deuxième, c'est que ça avait fait tellement le buzz au niveau national et international, et que toutes les ONG avaient pris part pour Mali avec des communiqués. Voilà, nous n'avons pas été finalement arrêtés. En revanche, comme nous étions deux femmes, enfin les cofondatrices, les hommes ont été, parce que Mali lutte contre le patriarcat, hein, donc, vous l'avez compris en tant que mouvement féministe, et ben les hommes qui nous accompagnaient, eux, ont été maltraités, pas à cause de l'action, mais du fait que c'était des hommes et qu'ils ont laissé deux femmes organiser ce pique-nique, hein, et que donc il n'y avait pas de couilles. Donc le jour même du pique-nique, un des mecs qui était avec nous, comme il était un peu secoué par comment s'est passée l'arrestation, on nous a viré de Mohamedia, on est tous allés à Casa. Lui, comme il était un peu secoué, il nous a dit « Je vous laisse, j'ai besoin de prendre l'air, je vous retrouve plus tard ».
Donc il n'est pas resté avec nous. Et en fait, quand il nous a laissés, la police lui a sauté dessus, l'a fait monter dans une estafette, et l'a roué de coups parce que c'était un homme et qu'il a laissé 2 femmes organiser cela et 2 femmes parler aux journalistes sur place. Et donc du coup, dans le commissariat, quand nous avons tous été arrêtés, les mecs ont été arrêtés un par un à leur domicile, kidnappés dans la rue, c'était assez hallucinant. Moi, je n'étais pas chez moi en fait, j'étais pas à Rabat, j'étais à Casa parce que je devais prendre un avion, parce que j'ai cru que j'allais faire ce pique-nique et j'allais prendre l'avion en fait. Donc pas du tout, parce que je n'ai jamais pris cet avion, je suis jamais allée en vacances, comme prévu. Et donc du coup, ils ne m'ont pas trouvé chez moi. Mais du coup, comme je savais que les mecs ont été arrêtés l'un après l'autre, Zineb non plus n'était pas chez elle, j'ai fini entre guillemets par me rendre. Et donc en fait, et Zineb s'est rendue après moi. Décidément, je comprends pas. Non, bah ouais, mais c'est assez déstabilisant. Pour finir, pour répondre donc clairement à la question, le fait d'être médiatisé et que les ONG sachent vraiment tout ce que l'on fait, effectivement, il y a eu de nombreuses plaintes. Alors à un moment, on ne peut pas porter plainte contre Mali puisque Mali n'existe pas. On n'a pas de valeur juridique, n'a pas d'existence juridique. Donc on porte plainte contre les personnes et en général c'est tout en bon, comme ça c'est réglé. Et il y a eu donc plusieurs plaintes à mon encontre. Mais en fait, j'ai jamais été convoquée. Tout simplement, les plaintes ne sont pas prises pas prises au sérieux, j'ai envie de dire. Ils savent qu'après, ça va faire trop de bruit et donc les autorités préfèrent laisser couler. Donc c'est vrai que du coup, il y a certaines actions que nous menons, notamment pour les droits des homosexuels, que parfois je pense que si des personnes faisaient ce que l'on faisait, elles seraient effectivement arrêtées. Je ne dis pas que la police n'a pas envie, justement la police a envie, et il y a certains flics qui me l'ont déjà dit, qui m'ont déjà insulté, qui m'ont dit on souhaiterait t'arrêter mais on a des ordres pour ne pas le faire. Et donc voilà, donc du coup ce que je disais tout à l'heure, nous profitons du pouvoir médiatique pour pouvoir toujours aller plus loin et continuer nos actions. Je veux juste raconter une petite anecdote parce que ça me revient par rapport au premier interrogatoire, et le seul, donc en 2009, pour vous dire un peu comment ça se passe. Bon, déjà sur 11 heures d'interrogatoire, je crois que j'ai eu droit à 10 heures, on m'a parlé de religion, du Coran, et tout cela, c'était encore Ramadan. Et on m'a fait écouter de force le Coran, enfin bon, c'est un peu n'importe quoi. Et à l'époque, je ne disais pas que j'étais athée, parce que je n'aimais pas ce terme, je trouvais que ça faisait justement très secte et très religion, donc je disais que j'étais agnostique. Évidemment, ils ne connaissaient pas le terme agnostique, et donc du coup, on m'a dit en fait, t'es sur le bon chemin. C'est ça, agnostique, et en fait, tu vas bientôt croire en Dieu, etc. Donc voilà. Et donc il y avait plein de questions sur les livres que je lis. Donc voilà. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme questions sur toute la famille, frères, sœurs, même le mari de ma sœur. Enfin, alors qu'il est en France, il est français, aucun rapport. Non, il fallait que tous les détails. Et donc ma sœur à l'époque était étudiante, ça c'est mon anecdote préférée quand même, je ne vais pas tout vous la raconter mais ça allait bien. Et ma sœur à l'époque était étudiante à Bordeaux, mais en échange avec son école à Hong Kong. Donc quand on m'a posé des questions sur ma petite sœur pour me dire qu'est-ce qu'elle fait, elle est où, j'ai dit c'est un peu compliqué parce qu'en fait elle est étudiante à Bordeaux, mais actuellement elle est en échange à Hong Kong. Je me suis exprimée en français, je parlais pas très bien d'Arige, maintenant j'excelle, grâce au militantisme. Et donc j'ai vu qu'ils se regardaient tous, parce que j'avais une dizaine, bien sûr, de flics autour de moi, et j'ai dit en échange, je sais pas comment vous expliquer, donc ils m'ont dit on a compris, donc j'ai dit ok, on échange donc. Et il y en a un qui a voulu faire le malin, et qui a dit c'est bon, j'ai compris, elle fait la navette entre Bordeaux et Hong Kong. Et donc en fait, aucun des flics ne savait où se situait Hong Kong. Voilà. J'ai dû leur expliquer où se trouvait Hong Kong. Et comme je disais, c'était le début des réseaux sociaux. Et quand on a créé le groupe Mali, on n'a pas touché aux paramètres. Pour nous aussi, c'était le début.
On a laissé comme ça. Et en fait, on a sorti on avait imprimé la page du groupe Mali et on m'avait entouré en rouge, en gros, réseau mondial. Donc pour eux, c'était comme un réseau terroriste. En fait. Donc on m'a dit, qu'est-ce que c'est que réseau mondial? Je ne sais pas. Et en fait, c'est un des paramètres du groupe, mais c'est parce qu'on n'y a pas touché que quand on imprime, apparemment, on voit réseau mondial. Alors est-ce que c'est Facebook et réseau mondial? Est-ce que j'en sais rien? J'ai jamais su, mais en tout cas, voilà. Donc ça a pris du temps pour essayer de leur expliquer que je ne savais sincèrement pas ce que signifie ce réseau mondial. Enfin voilà. En tout cas, j'ai répondu à ta question. Il est vrai que malgré les plaintes, nous ne faisons pas arrêter. Et non, il n'y a rien de louche derrière, parce que les détracteurs essaient toujours de trouver un truc très très louche. Je ne sais plus pour quelle action, je me demande même si c'était pas l'action du Ramadan, on a dit que c'était le roi en fait, carrément, hein, le roi qui nous avait envoyé pour faire l'action. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses qu'on entend, et donc bah, c'est comme ça, et c'est tant mieux, et nous en profitons pleinement. Et voilà. Et il n'y a pas de complot hein, non plus, hein, je vous le dis. S'il y a des questions comme ça, non, il n'y a pas d'argent, on n'a jamais eu, à ce jour, on n'a jamais eu aucune subvention. Et j'ai commencé à en demander, parce que je me suis dit, je vais tenter, et puis on en a besoin. À un moment, je me suis dit, bon, le militantisme de bricolage, c'est sympa, mais on pourrait faire vraiment des gros trucs si on a les moyens. Et là, malheureusement, bah, j'ai été agréablement surprise, puisque en ce moment nous avons que des refus et donc en fait pour ne pas citer quelles sont les personnes les organismes de foi qui j'ai demandé, mais je pense que le fait que nous soyons encore une fois dans des combats avant-gardistes au Maroc, l'un des derniers refus, je pense que malheureusement ça a joué en notre défaveur, puisque ce sont c'est un organisme qui aide justement les pays en Méditerranée et beaucoup les pays du Maghreb. Et je sais qu'ils ont beaucoup aidé des associations au Maroc ou des personnes qui travaillent sur le Maroc, mais sur des questions effectivement un peu plus... enfin, pas des sujets sensibles en fait. Voilà. Et donc du coup je n'aurais pas encore répondu, mais je vais le faire. Et du coup, on nous a dit, ah non, nous, notre priorité, ce sont les femmes rurales, donc voilà, et de toute façon vous, genre comme si on était je ne sais quelle organisation, vous allez trouver des subventions, on ne s'inquiète pas pour nous, ben non, la preuve, non. Donc voilà, donc non, pas d'argent, pas de subvention, pas d'Israël. Non, c'est vraiment, Netanyahou, non. Voilà. Donc j'entends tout et n'importe quoi. Quand mon père est décédé, nous avons acheté une petite maison dans la Médina de Rabat. Mon père est décédé avant Mali. Hein. Et ben on a dit que c'était l'argent de Mali qui m'avait permis d'acheter la maison. Voilà. Donc déjà, juste chronologiquement, c'est pas possible, puisque voilà, c'était avant Mali. Et donc non, on entend beaucoup Israël. Et j'ai entendu l'ambassade des États-Unis, puisque j'avais fait la une d'un journal arabophone, enfin un torchon, un journal au Maroc. C'est marrant à dire, parce que je n'avais pas de seau, et j'en ai toujours pas d'ailleurs, donc je n'avais pas d'ordinateur. Il était tombé en panne, et nous avions organisé une conférence pour la liberté de conscience pendant Ramadan d'il y a 2 ans, et notre communiqué, parce que nous sommes toutes et tous pauvres, en fait, dans le noyau de Mali, et ben personne n'avait d'ordinateur, et nous avons fait notre communiqué dans un cyber de la Médina de Rabat. Et ben c'est juste pour le calendrier, c'était marrant. Et ben 2 jours après, ou le lendemain, je sais même plus, peu importe, quelques jours plus tard, il y avait la une d'un journal, un torchon, qui disait que j'avais reçu de la part de l'ambassade des États-Unis un iPad, un iPhone, je ne sais quoi, un ordinateur, un appareil photo, enfin voilà. Bon. Donc moi j'ai mis un statut Facebook en m'adressant à l'ambassade des États-Unis pour leur dire que je n'avais encore rien reçu. Et je n'ai toujours rien reçu. Donc voilà, donc non. Voilà, nous sommes de simples personnes, de simples citoyens, citoyennes, et il y a personne derrière. Et voilà. Monsieur. Alors, si vous permettez, je veux juste saluer la présence de M. Hamid Salmi, donc il va intervenir dans une vingtaine de minutes. Merci. Allez-y. Premièrement, je vous félicite en tant que femme qui est militante pour notre cause.
pour le peuple amazigh. C'est très important. Moi, je ne vous poserai pas la question pourquoi on vous a pas arrêté. Moi, je vous dirai pourquoi on va vous arrêter. Vous luttez pour... c'est la réalité. Vous luttez pour l'identité et notre culture, on va nous arrêter. Ça, c'est quand même flagrant. Alors, il n'est pas question qu'on arrête une femme, et nous sommes avec vous pour l'ensemble de la bienvenue. Donc, tous ensemble. Je vous poserai la question pourquoi vous n'appelez pas au rassemblement pour ne pas s'arabiser, contre l'arabisation en France. Et concernant le ramadan, concernant le ramadan, l'année dernière, à Tizi Ouzou, moi j'ai pris 2 sandwichs pour manger. Voilà. Tous les autres, ils sont venus avec un seul sandwich, moi j'ai pris 2. C'est bien. Alors il y en a un qui m'a posé la question, mais vous êtes en train de manger le ramadan. C'est le ramadan. La sortie se fait. Bonjour. Oui. Bonjour tout le monde, Betty, monsieur. Je m'appelle Feriel Colli, je suis journaliste à Alger. Alors moi j'ai 2 questions. La première, juste pour coordonner la première question qui a été posée, est-ce que vous ne pensez pas que le Maroc, que les autorités marocaines ne vous arrêtent pas justement parce que ils ne veulent pas que leur image soit écornée à l'international et parce que aussi le redoute peut-être la pression des ONG internationales, c'est un peu le cas pour l'Algérie en tout cas. Et ma deuxième question, c'est puisque vous êtes un mouvement et puis une association reconnue sur le plan légal, comment vous coordonnez vos activités au sens large sur le terrain entre 2 campagnes choc? Voilà, merci. Oui, effectivement, j'ai un peu répondu, je dis qu'effectivement les ONG me connaissent, et moi-même je connais la plupart des ONG personnellement, enfin les membres de certaines ONG, donc oui, il y a de ça. Mais peut-être, et ça je ne l'ai pas dit tout à l'heure, peut-être aussi parce que nous faisons un travail qui arrange aussi le régime en fait. Que voilà, c'est quelque chose que lui-même ne peut pas faire et que certains partis politiques non plus, et quelque part nous faisons un travail pour eux, et puis bah, tant mieux hein, finalement, j'ai envie de dire, tant pis. Donc voilà. La deuxième question c'était quoi déjà? Comment vous coordonnez vos activités entre 2 campagnes? Alors, on ne coordonne pas, en fait. En fait, on est complètement... dans le freestyle. Dans le freestyle. Là, c'est les 2 Mali. Où sont les autres malistes? Ils ont fait la fête hier, je crois. Ouais. Parce qu'il y en a quand même pas mal qui devaient venir. Parce qu'il y a beaucoup de malistes à Paris en ce moment. Moi, je suis en fait, ça se voit pas, je sais, mais je suis âgée. Et les autres sont très jeunes. Et en fait, la plupart en fait, sont en France. Comme on nous a souvent dit, vous êtes de moins en moins au Maroc. Mais c'est parce que je suis la plus ancienne et la plus âgée et que les autres sont venus en France ou ailleurs, mais beaucoup en France pour leur master. Donc voilà, donc en fait, on dirait que la plupart des gens de Mali maintenant sont en France. Et puis il y a aussi des gens de Mali qui sont demandeurs d'asile en France. Voilà. Et donc comment on coordonne? En fait, nous sommes un petit noyau. Donc toujours les mêmes personnes, 10, 12. Maintenant éparpillés. Donc quand on n'est pas éparpillé, on se voit à Rabat, surtout. C'est dommage parce qu'encore une fois, comme nous n'avons pas de moyens, et toutes les personnes qui veulent se joindre à nous, qui sont en dehors de Rabat, on ne peut pas. Ce sont des personnes souvent qui n'ont pas les moyens non plus et on ne peut pas leur payer les transports. Donc ça, c'est un côté, voilà, ça c'est le point négatif de notre mouvement. Et donc du coup, quand on est à Rabat, on se voit. Et pour les personnes qui ne sont pas à Rabat, comme moi actuellement, je ne le suis pas. Et on Facebook, WhatsApp, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment un petit noyau quand on parle de quelque chose et quand on veut prendre une décision. Et donc voilà, c'est comme ça que l'on fait, mais c'est un peu à l'arrache en fait. Mais bon, ça fonctionne bien apparemment quand même, puisqu'on réussit toujours à faire parler de nous et à faire le buzz, et puis les médias répondent toujours présents en fait. Voilà. Donc le gros de vos actions, ce sont vos campagnes en fait. Ouais.
La campagne, et puis on participe quand même à des rencontres et à des conférences. Je disais tout à l'heure que souvent nous n'étions pas invités, mais quand même on est invités. En revanche, je veux juste rebondir sur quelque chose, ça rejoint ce qu'on a dit tout à l'heure quand j'ai dit qu'on n'était pas invités. Il y a quand même mieux, c'est que quand nous organisons une action, donc c'est Maï, je vais citer 2 exemples, l'action d'avortement et l'action du kissing. Les médias nationaux, la télé, la radio, en parlent, et nous les concernés, nous ne sommes jamais invités. Donc c'est un peu étrange qu'on puisse parler. Ça a été le cas sur 2M, et ça a été le cas sur Medi 1. Il y a eu des émissions spéciales avec des invités sur le plateau pour parler ou de kissing ou de l'avortement, enfin de cette action. Et donc voilà, et on ne nous contacte pas nous pour nous demander pourquoi on a organisé ça, et même pour nous mettre face à des détracteurs. Voilà, donc pareil pour la dernière affaire de Benny Mellal, puisque nous étions les premiers. J'ai moi-même écrit le communiqué le matin même où il y a eu le buzz de la triste vidéo des homosexuels lynchés de Benny Mellal. La plupart des médias internationaux nous ont contactés pour des interviews, pour des dossiers, etc. sur cette affaire, mais nous n'avons jamais été invités. Alors qu'on a fait pareil, le premier communiqué, qu'on est connu pour être justement un mouvement qui lutte contre l'homophobie. Nous avons fait des campagnes sur les réseaux sociaux, mais aucun média marocain, radio ou télé, ne nous a contactés pour en parler de l'affaire. Aucune radio, alors qu'il y a eu toutes les radios qui ont parlé de cela. Alors si vous permettez, on prend encore 2 questions, et ensuite on va céder la parole à M. Hamid Salmi, parce qu'on doit rendre la salle à 18h. Donc il y avait Madame... Ah, il y avait 2 personnes ici. Ok, mais je vous en prie. Moi je voulais aborder le sujet de la révolution sexuelle. Je voudrais rappeler qu'il y a un psychiatre dans les années 30-40 qui écrit la révolution sexuelle justement, et la fonction de l'orgasme. Il a expliqué aussi le côté néfaste de la répression des religions monothéistes, soit chrétiennes, islamiques, on n'a pas encore du côté je dirais de la communauté nord-africaine occidentale, je ne mélange pas, c'est pas l'Orient, occidentale, on n'a jamais eu un homme, un psychiatre, un psychanalyste, un penseur, un intellectuel pour expliquer les effets néfastes de la répression sexuelle et du refoulement dû à la répression, que ce soit du patriarcat, alors que la société amazigh est plutôt d'origine matriarcale, et par le patriarcat hérité du christianisme et de l'islam, la répression, effectivement, est venue là, pour la cohésion de la famille, pour tout simplement que la société soit organisée et policée. Policée physiquement, mais policée aussi dans la tête. Si on essaie d'expliquer, si on essaie de mettre des psychanalystes dans le coup pour expliquer que même certaines maladies mentales, beaucoup de névroses sont issues justement de cette répression sexuelle, la liberté. La liberté sexuelle, la prendre pas dans le sens banal du terme, le côté pervers, mais dans le côté tout simplement liberté d'expression et liberté de jouir de son corps et de son esprit. Voilà. Donc la question, est-ce que vous pensez à plus tard essayer de vous entourer justement de personnes compétentes sur le sujet? En fait, c'est ma spécialité, monsieur. Je suis psychologue clinicienne d'orientation psychanalytique. Et voilà. Je ne vous connais pas. Non, mais je le dis. Voilà, parce que j'ai aussi un métier. Et donc, oui, c'est ma formation. Et en fait, je me suis spécialisée dans les violences sexuelles. En fait, voilà, je suis spécialisée en criminologie, en victimologie, et accessoirement les violences sexuelles. Donc, voilà, c'est un thème que je maîtrise. J'ai fait ma thèse que je n'ai pas soutenue. Mais j'ai fait ma thèse à Paris sur la perversion sexuelle, en fait. Oui, et j'ai oublié de dire que cette personne, donc, un peu comme vous, il a été quand même exilé par le nazisme, par les nazis, hein, et après, effectivement, jugé et emprisonné par les Américains. Donc, voilà. Oui, il y a 2 questions. 2 questions, et après on passe à notre prochain invité. Et puis on reviendra pour les questions par la suite. Allez-y, madame, je vous en prie. Bonjour. Tout d'abord, je voudrais vous féliciter parce que bravo, vous avez du courage, ça force l'admiration et vraiment bravo. À vous ainsi qu'à tous les malistes, c'est comme ça que vous vous appelez. Donc chapeau parce qu'il faut du courage pour faire ce que vous faites.
Première question, mais en fait c'est une question sur votre parcours qui ensuite a un impact sur la suite à donner à vos actions. C'est très personnel, peut-être indiscret, mais pour moi c'est parlant. Est-ce que vous venez du Maroc? Est-ce que vous avez grandi au Maroc? Ou bien est-ce que vous avez grandi à l'étranger? Voilà, pour moi c'est important. J'attends d'avoir votre réponse avant de rebondir sur la deuxième. Vous avez deux questions. Ouais, voilà. Non mais en fait ça dépend. La deuxième question va dépendre de si vous êtes issu justement de la société. Je vais répondre. Je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Merci. Donc voilà, étant issu de la société marocaine, moi je connais peut-être pas aussi bien le Maroc que je connais l'Algérie, mais j'ai un peu l'impression qu'il y a deux sociétés, enfin une société très rurale, très conservatrice, et puis une société urbaine où effectivement les idées progressistes, avant-gardistes ont avancé, et où justement des idées comme les vôtres peuvent avoir un impact. Alors, quelles sont les actions que vous envisagez de faire pour justement pouvoir diluer toutes les idées progressistes à l'intérieur de la société profonde marocaine? Voilà, la suite. Alors donc oui, je suis née au Maroc et j'ai grandi au Maroc. Je suis amazigh, les deux parents amazighs, d'une famille donc laïque, et j'ai eu la chance de grandir dans une famille qui revendiquait la laïcité et la liberté de conscience. Ma mère se dit musulmane et mon père était agnostique. Mon père était militant. Et donc voilà, il m'a appris beaucoup de choses, j'ai de qui tenir. Et il avait même fait de la prison pour ses idées. Et donc voilà un petit peu mon parcours. Et puis quand j'ai eu mon bac au Maroc, je suis venue faire mes études à Paris. Alors, je vais dire quelque chose que les gens ne savent pas. Et les gens disent tout le contraire justement au Maroc, sur Mali et les médias aussi. Et bien, dans le mouvement Mali, ce n'est pas du tout l'élite. Les gens disent Mali, c'est un mouvement, élitiste, ce sont des francophones. Alors, dans le mouvement Mali, dans tout le noyau, je suis la seule à avoir fait le système français. Tous les autres de Mali ont fait le système public. La plupart des gens de Mali ne parlent même pas français. La plupart des gens de Mali n'ont jamais quitté le Maroc. Voilà, donc contrairement à ce qu'on peut croire, c'est vraiment des personnes issues de milieux moyens, voire défavorisés. Beaucoup même donc de parents conservateurs, de parents musulmans pratiquants, beaucoup de parents salafistes. Et donc ce n'est pas du tout ce que l'on croit, du tout. Parce qu'au contraire, comme je disais tout à l'heure, la société, qu'elle soit civile ou pas, en tout cas les gens qui soi-disant sont l'élite, comme on me catalogue, et donc oui c'est vrai que j'ai fréquenté l'élite, et toutes ces personnes m'ont tourné le dos, et toutes ces personnes je ne les fréquente pratiquement plus, et c'est parce que ce sont des personnes qui veulent garder leurs privilèges, comme partout dans le monde, qui ne veulent absolument pas se mouiller sur ces questions-là. Donc voilà, donc finalement nous avons de la chance dans Mali d'avoir des personnes issues du peuple, entre guillemets, et du coup qui elles-mêmes peuvent véhiculer vraiment ces idées, en commençant par leur propre famille. Donc il y en a qui ont fait vraiment la révolution au sein de leur famille, je pense à Aïm par exemple, parce que des personnes athées, alors que des familles salafistes, pour ce cas-là c'est une femme, donc voilà. Et après, au niveau, ça va du voisinage, la plupart sont enseignants, donc ça nous fait plaisir. Parce que du coup ils enseignent dans le public au Maroc, que ce soit elle ou que ce soit Hakim, et du coup véhiculent ces idées à leurs élèves, etc. Donc voilà, et puis moi-même j'ai fait le choix d'habiter dans un quartier très 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 populaire de Rabat, dans un quartier de la Médina, et pas n'importe quel quartier de la Médina, pour être vraiment avec les vrais gens. Et c'est très dur parce que pour ces personnes-là, je suis plus qu'une extraterrestre. Vraiment, vraiment, vraiment. Et comme en plus ils me voient dans les médias et tout, donc c'est très compliqué. C'est très très compliqué. J'ai été agressée très souvent, verbalement, physiquement. On a voulu défoncer la porte, etc. Mais voilà, je vis librement. J'ai la chance de ne pas avoir peur. Donc, tout s'explique. Je pense que si j'avais peur, j'arrêterais. Et je pense que ça joue beaucoup. Je n'ai vraiment pas peur. Voilà, chaque fois on me dit mais tu te rends compte quand tu sors, surtout le soir, et vraiment je vis ma vie comme tout le monde, même si je sais que je prends des risques. Moi je me suis fait agresser
à Paris déjà plusieurs fois, notamment dans le métro, puisque des Marocains m'avaient reconnu et qu'ils étaient contre. Et donc voilà, mais je pense que, je sais pas, je pense que les risques que je prends sont vraiment moindres par rapport aux causes que je défends en fait. Voilà. Alors, vous avez la question de la partie, s'il vous plaît, madame. Bonjour, je m'appelle Lila, je suis militante féministe depuis très longtemps, puisque j'ai un certain âge, pour ne pas dire un âge certain. Et bon, moi c'est pas ça que je voulais savoir, est-ce que vous arrivez à avoir des contacts, par exemple je pense à l'Algérie, puisque je suis algérienne, et est-ce que le mouvement s'étend aussi en Algérie? Alors, je connais un petit peu les militantes et les militants algériens, moins que en Tunisie. Je connais plus en Tunisie, puis j'ai été en Tunisie. Malheureusement, on essaye de trouver des gens qui fassent un peu la même chose que nous, mais on n'a pas réussi. Mais au Maroc, c'est un peu le même problème. On n'a pas réussi à avoir des personnes qui militent en faveur de toutes les libertés individuelles et qui militent vraiment, comme je dis, de manière universelle. On se retrouve toujours, par exemple en Algérie, par rapport à la question de l'homosexualité, c'est quand même, c'est souvent dans l'anonymat en fait. Et c'est un peu le cas au Maroc. Nous avons des personnes qui, on en avait parlé, qui militent pour dépénaliser donc l'homosexualité et qui luttent contre l'homophobie, mais il y en a très très peu qui le font à visage découvert. Ça commence, mais depuis quelques mois seulement. Hein. Après les attaques d'Orlando. Ouais, après les attaques, et encore après les attaques d'Orlando, ils ne sont pas sortis vraiment avec le nom. Voilà. Mais bon, voilà, ça commence. Mais avant ces derniers mois, ces dernières semaines même, par rapport à la question de l'homosexualité par exemple, c'était vraiment des groupes anonymes. On ne voyait pas leur visage, c'est pas les vrais noms, pas les vrais prénoms, etc. Et du coup, en Algérie, il y a ce problème-là. Et l'autre problème, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est le relativisme culturel. Donc voilà. Donc du coup, même les féministes au Maroc, non, ils viennent pas. Quand on avait organisé un sit-in en février il y a 2 ans, parce que il y avait des manifs dans toute l'Espagne, puisqu'il allait y avoir régression par rapport au droit à l'avortement. Donc il y a eu des manifs un peu partout dans le monde pour soutenir les Espagnols et pour faire passer ce message du droit de disposer de son corps. Et nous étions tout seuls. Aucune association féministe ne s'est jointe à notre sitting. Voilà, nous étions 15 policiers en face en plus. Voilà, c'était. Et voilà, donc non, vraiment, on a beaucoup de problèmes. Et c'est dommage parce que vraiment, voilà, je comprends pas. Il y a plein de choses dont j'ai pas parlé, la question de l'héritage, etc. Et ouais, nous nous retrouvons vraiment face à des féministes d'État, quoi. Je dis ça comme ça. Et puis des militantes et des militants, que ce soit pour la question du féminisme ou autre, qui font toujours référence à la religion. Et donc dernièrement, par rapport à Ramadan, je trouve ça triste parce que d'un côté, comme je dis, je suis contente quand on reprend nos revendications, c'est le but, parce qu'on veut que les gens, justement, qu'on soit nombreux et nombreuses et qu'on soit solidaires, mais parfois, comme ça existe partout, comme en France, il y a de la récup. Comme ici, il y a des idées qui sont récupérées par l'extrême droite, et donc finalement, c'est plus du tout le combat que nous menons, parce que ce ne sont pas les mêmes arguments. Et voilà, pendant ce ramadan-là, je me suis bien pris la tête, c'est le cas de le dire, avec des personnes, beaucoup de journalistes d'ailleurs, parce que elles écrivent, qui parlaient de l'article 222 et qui parlaient de la liberté de conscience, mais soit en utilisant des versets du Coran, donc voilà, sans parler vraiment de liberté de conscience en fait. Et en parlant de l'article 222, j'ai critiqué sur un commentaire de journaliste. Tout journaliste est critiquable, tu écris un papier, il l'a mal pris, il m'a écrit en inbox en me disant limite pour qui tu te prends. Bon, peu importe, c'est pour la parenthèse, mais parce que son article parlait de l'article 222, il a interviewé des militants qui effectivement prennent des pincettes, voilà, et du coup, il condamnait l'article 222, mais quand on lisait son papier, c'est en fait tous les Marocains, toutes les Marocaines sont musulmans en fait. C'est des critiques, l'article 222, c'est-à-dire il y a des gens qui sont malades, il y a des gens diabétiques, il y a des personnes qui voyagent, voilà. Mais à aucun moment,
il est question dans ces papiers-là du fait qu'il y a des Marocaines qui ne sont pas concernées et qu'il y a ce qu'on appelle la liberté de conscience. Donc voilà, que ce soit la question du féminisme ou autre, au Maroc, en Algérie... C'est pour nous situer. Oui, parce que voilà, on est abandonné, c'est pas par les féministes. Et donc du coup, on a un peu de mal à trouver des personnes à nos côtés. Merci beaucoup, Merci. Betty. Donc, on va vous entendre, donc c'est avec nous. Elle a dit une expression, c'est qu'elle a été agressée dans le métro par vraisemblablement des Marocains. Donc ça prouve que la radicalité islamiste, elle est aussi en territoire français. On l'a vu à travers les attentats notamment. Et c'est la raison pour laquelle M. Hamid Salmi va intervenir sur ce processus. Enfin, il expliquera avec moi, donc il est ethnopsychiatre. Il va nous parler de la déradicalisation avec son approche ethnoclinique et l'approche la plus précise de son intervention, c'est de la radicalisation à la médiation des mots. Vous avez laissé le soleil, la lumière, vous êtes entré dans ce sous-sol là. Voilà, je ne sais pas pourquoi. C'est bébé. C'est bébé. Voilà. Un sous-sol illustre par la présence des personnes. Voilà, donc vous avez fait entrer le soleil quand même. Alors je remercie mes amis Ahmed qui est à côté de moi. Mohamed, je sais pas, il est là aussi. Voilà, il est là-haut. Voilà. Loin. Prendre la distance comme ça, on ne sait jamais. Et donc ils m'ont appelé et Mohamed m'a dit 20 minutes je crois. C'est lui qui m'a dit 20 minutes d'intervention. Je dis 20 minutes d'intervention, c'est Azul Flawen, etc. Comment vous allez, tout ça. C'est extraordinaire, 20 minutes d'intervention. Alors je dis ça parce que c'est la théorie dans laquelle je travaille et la technique est très complexe. Le risque c'est qu'on, si on ne la comprend pas, on ne comprend pas la suite sur le thème que je vais traiter. Donc ça je vais juste, si tu le permets vite, qu'on doit rendre la salle à 18h. Ben oui, donc si tu as 40 minutes, c'est déjà... Je vais juste parler du dispositif, la radicalisation, peut-être dehors on va se... Voilà, on va régler nos comptes après à l'extérieur, hein, c'est ça. Donc le risque c'est qu'on rejette, quand on la voit de l'extérieur, cette théorie, on va dire, ou quelques propos que je puisse prononcer, de la mettre justement soit dans le relativisme culturel, comme disait Betty, soit dans l'essentialisme, soit dans l'archaïsme, tout ça est dépassé, qu'est-ce que vous me ramenez? Oui. Alors, donc je remercie mes amis de m'avoir invité, la CD de nous avoir accueillis, et j'ai entendu je regrette de ne pas avoir entendu tout ce qu'elle vient de dire Betty. Mais c'est filmé, on aura l'occasion de voilà, et je souhaite un prompt rétablissement à Sabrina, c'est ça? Sabrina. Le A est parti. Donc j'ai entendu Mali, en Darija Mali ça veut dire qu'est-ce que j'ai, et puis ça veut dire aussi mon argent Mali. Alors entre qu'est-ce que j'ai et Mali, il doit y avoir un lien, je ne sais pas lequel. Alors pour que vous me posiez parler, donc j'ai des amis ici devant moi qui sont venus, que je salue particulièrement. Mais il y a d'autres personnes qui ne me connaissent pas et pour qu'on ne pose pas la question à la fin, c'est-à-dire qui vous êtes, d'où vous venez, etc. Vaut mieux que je me présente ce que je fais toujours. Donc je suis né en Kabylie, en Haute-Kabylie, pendant la guerre. Donc j'ai vécu la guerre comme une partie de mes amis qui sont là, qui sont dans la même classe d'âge que moi. Ce travail n'a pas été fait. Un enfant dans la guerre en Algérie, les enfants kabyles dans la guerre, c'est quelque chose qui doit être un jour... travailler. Donc j'ai vécu cette guerre-là, mais j'ai vécu aussi dans un monde extrêmement traditionnel, dans l'ancien monde qui commence à s'effriter à partir. Donc j'étais fabriqué dans le moule kabyle, dans ce modèle-là, dans cette éthos de la Kabylie de l'époque, effracté par la guerre, par la présence des militaires, donc la frayeur, les bombes, la poésie, la solidarité.
Tout ça est en moi, c'est une véritable préhistoire. C'est pour cela qu'aujourd'hui j'essaie de fabriquer un peu de paix là où je suis, autour de moi. Ensuite, il y a eu un déracinement précoce où je suis parti rejoindre mon père au Nourani. Donc là, c'est aussi une autre strate. Et c'est ce qui m'a permis, ce déracinement précoce, que j'ai essayé de transformer cette blessure en ouverture. Et c'est ce déracinement qui m'a permis de comprendre les enfants dits de seconde et troisième génération. Sinon, les parents disent, mais qu'est-ce qu'il a, Rachid, Mamadou? Il a sa chambre à lui, il a ses baskets Nike, il a l'école à côté, alors que moi, je partais avec quelques morceaux de galettes, loin, travailler dans les champs, aller loin à l'école et revenir, et même comme ça, j'aidais mes parents, etc. Et donc il dit ça dans les consultations, et Mamadou, Rachid reste sidéré en disant « Ah oui, on n'est rien, nous, ils se sont culpabilisés », jusqu'à ce que j'intervienne et je dis « Ben oui, il a tout ça, ici, oui, mais qu'est-ce qu'il a perdu là-bas? Toutes ces fêtes dont vous m'avez parlé tout à l'heure, il les a perdues. Ces mausolées, ce cimetière, les ancêtres, toute la lignée maternelle, toute la lignée paternelle, les voisins, les cousins, toute cette solidarité, tous ces rites agraires, un monde avec une densité ontologique extraordinaire et qui s'est évaporé du jour au lendemain dans les grandes villes de solitude, comme disait la chanson, et de l'anonymat. Alors là, le père ou la mère reste sidéré, parce qu'en fait, les yeux du poisson voient dans l'eau, mais ne voient pas l'eau. L'eau, c'est précisément la culture, le monde dans lequel on a été façonné. Et les yeux, si l'on peut dire métaphoriquement, c'est la psyché. Donc il n'y a pas de psyché hors culture. Culture, c'est elle qui nous fabrique. Une langue fabrique un groupe, un système de parenté fabrique un groupe, un système initiatique fabrique un groupe, un système culinaire, ça vous rappelle quelque chose pour les migrants. Quand tout disparaît, reste le système culinaire, fabrique un groupe, et à l'intérieur de ce groupe, chacun contribue à fabriquer d'une façon ou d'une autre ce système, ou à le modifier, comme dans des mouvements politiques, idéologiques, culturels, à modifier, à faire des emprunts, à transformer. Mais on est bel et bien fabriqué dans un monde. Donc, donc j'ai vécu dans un petit village, et ensuite il y a eu l'indépendance, avec les petits noirs qui sont partis en portant une partie de notre mémoire, et en laissant une partie de leur mémoire à eux. C'était aussi une métamorphose, une transformation, un choc, un traumatisme aussi, à certains égards. Je l'ai vécu, et puis, comme tous les berbères qui sont là, l'arabisation violente, idéologique, pauvre, médiocre, que nous avons tous vécu. Donc j'ai vécu, et donc là aussi j'ai réagi tout petit. Et j'avais déjà lu des livres d'histoire, en fait, étant encore petit, où j'ai lu l'histoire, en fait, de l'Algérie, déroulée en français, page par page, l'histoire de France avec l'histoire d'Algérie, et j'ai su ce qui s'est passé assez tôt quand même, parce qu'après l'histoire a été arabisée, et donc du coup on ne sait plus qui sont, l'histoire ancienne est effacée. Ensuite quand on parle des Almohades, des Almoravides, les gens pensent que c'est des Arabes, les Ibadites, Khalijites, etc. C'est une vraie bouillie de chat dans la tête des Nord-Africains, aussi bien ici que là-bas. Donc moi j'ai rétabli cette perdue dans le temps, et j'ai essayé de me rétablir via l'histoire, et ensuite l'anthropologie. Comment est arrivée l'anthropologie? Justement à l'époque, là, l'ethnologie était condamnée par le régime, on va dire, algérien de l'époque, avec les berbères bien sûr, avec la culture berbère, mais aussi le maraboutisme, les façons d'être, les rituels initiatiques, avec le mouvement réformiste, l'Islahia, fameux Ben Badis, qui a ses prolongements ou ses antécédents là-bas en Orient, depuis Mohamed Abdou, Jamal Din Aframi. Et c'était une façon aussi en fait, de transformer notre monde. Il y a eu quelques petites éclairs intéressantes où on a essayé de moderniser, comme on dit, l'islam. Mais en fait, on a en même temps disqualifié la culture ancestrale, la culture berbère. Donc du coup, je veux chercher à cette époque-là,
je me disais dans quelle discipline je pourrais rétablir l'ordre du monde qui m'habite. Justement, j'avais lu ce dont Freud, ensuite, monsieur avait parlé d'un monsieur de Wilhelm Reich, etc.